Merci beaucoup, Abdelhad. Enfin, pour un peu faire le résumé, sinon on va très à longueur. Monsieur Julien Oussou, si vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donc, nous parler des facteurs sociopolitiques et aussi qui sont survenus sur l'extrême violence donc, dans certains pays côtiers? Est-ce que vous pouvez nous en parler en 5 minutes, s'il vous plaît? Monsieur Julien, si vous êtes en ligne. Merci beaucoup, M. Yves. Je suis là et merci pour la parole. Je voudrais peut-être construire à partir de ce que vient de présenter mon prédécesseur comme étant l'état des lieux. Je pense qu'il s'est suffisamment appesanti sur le Sahel central et les pays côtiers commencent déjà par ressentir aussi disons, des détonations de la menace. Et donc, ça voudrait dire que la menace, entre-temps, a commencé par progresser, disons, du Sahel central vers les pays côtiers. Et donc, dans cette progression, on peut cibler quelques facteurs externes, disons, aux pays côtiers, et de plus en plus, dans les pays côtiers, et pour les spécialistes qui suivent la question, il y a la crainte que, disons, des foyers endogènes animés par des recrues au niveau local puissent se mettre à se nourrir des fragilités au niveau des territoires, disons, des pays côtiers. Et là, on peut retrouver quelques facteurs internes qui vont permettre. Je voudrais utiliser ces deux éléments, facteurs externes, facteurs internes, pour ne pas, disons, utiliser les termes que nous utilisons souvent de attractifs et puis incitatifs. Si on prend rapidement quelques 2 ou 3 facteurs qu'on peut considérer comme facteurs externes, c'est déjà que, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, M. Khadi, la présence de groupes extrémistes, je veux dire dans le Sahel, et la présence en grand nombre, parce qu'il y a plusieurs acteurs et plusieurs groupes qui opèrent, est déjà, disons, ce facteur externe. Parce que les pays Sahel cités sont des pays frontaliers nord, disons, de la zone côtière que nous sommes. Et donc, cette présence dans ces pays est un indicateur parce que si vous regardez les pays comme le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, ce sont aussi des pays côtiers de la zone, mais qui ne sont pas encore touchés. Pas au même titre que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire que cette proximité en termes ou ce partage de frontières avec le Sahel central est un élément clé pour le moment en tant que facteur externe. Une présence de groupes en mouvement. En écoutant Khadi tout à l'heure, il faut comprendre que 2014, 2015 et depuis 2016, on avait déjà commencé par sentir que la menace descendait du nord, Sahel central, vers le sud. Et donc, une menace, une présence en mouvement. Et donc, de plus en plus, un mouvement qui est aussi activé par, je veux dire, le fait que les armées du Sahel central s'arment de plus en plus et luttent de plus en plus contre la menace. Et donc, elle se met à bouger sous la pression militaire, sous la pression de feu, disons, des militaires. Et une présence qui cherche aussi, d'une certaine façon, de nouvelles zones de repli, pour se mettre soit à l'abri ou pour continuer par opérer et pouvoir continuer par bénéficier des avantages entre griffes parce qu'ils s'offrent des privilèges en faisant ce qu'ils font. Et enfin, dans le cadre de cette présence, une présence qui cherche aussi de nouvelles voies d'approvisionnement. Vous voyez? Et donc, la question de présence a plusieurs facettes. Parce qu'on le savait, on avait des éléments que le Bénin, le Togo et le Ghana servaient de zones d'approvisionnement logistique. Les motos, par exemple, qui s'approvisionnaient au niveau de ces pays-là. On peut ajouter en termes de facteurs aussi externes la sécurisation ou la gestion des parcs, disons des massifs forestiers qu'on a au niveau, qui sont communs, je veux dire au Burkina, au Niger et au Bénin. Parce que pour un mouvement ou pour des présences qui cherchent à se mettre à l'abri, ces massifs peuvent devenir des lieux de repère, donc des parcs qui servent comme zone de repli. Il y a aussi la porosité des frontières de part et d'autre de ces États-là. Quand vous regardez un peu, disons, le timing dans lequel
dans lequel des zones sont prises au Burkina et des attaques sont organisées au Bénin, vous vous rendez compte qu'il y a cette facilité de traverser de part et d'autre. Et donc, mais il y a un facteur que je trouve aussi important, c'est, disons, le fait que les États côtiers ont presque regardé la menace progresser, donc du nord des voisins vers le sud et jusqu'à les atteindre sans vraiment se mobiliser et développer cette solidarité active qui allait plus permettre de contenir la menace au niveau du Sahel ou de l'anéantir. Et quelques éléments de fragilité qu'on peut mettre dans les facteurs internes aux pays côtiers. Il y a tout ce qui touche tous les pays, disons, de la zone côtière. C'est les conflits communautaires que Mathieu Pellerin a désigné de contagion communautaire. Donc, ces conflits violents, récurrents entre éleveurs et agriculteurs, dans presque les parties nord de tous les pays côtiers, qui descendent maintenant de plus en plus aussi, jusque-là, qui a surexposé, disons, des ethnies données, les Peuls, qu'on le dit souvent, mais de plus en plus, il y a d'autres ethnies qui sont en train d'être ciblées. J'ai vu des rapports récemment parlant des communautés berbères qui se trouvent au Togo, au Burkina et au Bénin, qui sont aussi de plus en plus ciblées ou citées dans les productions, pour dire que ces conflits créent comme des terreaux fertiles au recrutement. Et s'il y a de recrutement, il faut espérer qu'il y ait des actions au niveau des pays. Il y a les conflits liés au foncier et toute la vague de frustration que cela, disons, génère. Et il y a dans chacun des pays la présence d'activités illicites. Vous voyez, trafic de drogue, les mines sauvages ou les mines sauvages, trafic d'armes, les réseaux criminels. Mais il y a les frustrations politiques aussi dans certains pays, Togo, Bénin. Il y a la gestion des parcs frontaliers, là, ou des parcs, je veux dire, les massifs forestiers. Vous voyez, au Bénin, la gestion qui est faite après rétrocession de la Pandjari à African Park fait partie des ressentiments et des frustrations qui, disons, motivent un certain nombre d'initiatives. Et donc, on peut aussi voir la position ou le rôle des groupes d'autodéfense qui servent aussi, disons, d'éléments de terror, parce que ça apprend déjà à manipuler des armes quand on est au niveau de ces groupes autodéfense. Et donc, ça peut facilement être comme des gens ayant déjà le profil pour servir, et dès qu'on arrive à les recruter, ils peuvent servir. Et il y a aussi tous les autres éléments, le facteur religieux, qu'on le veuille ou non, même si on fait attention de l'utiliser, il faut reconnaître que dans cette crise et dans cette menace que nous avons, il y a quand même les questions de prêche et de Dieu qui interviennent. Donc, le facteur religieux est là aussi, à tort ou à raison. Ça fait partie des éléments qu'on peut considérer. Voilà, globalement, peut-être pour ne pas trop étendre dans les 5 minutes que j'ai déjà dépassées, quelques éléments de facteurs que je mets dans le groupe des facteurs externes et de facteurs internes que je mets aussi sous l'angle des fragilités au niveau de chacun des pays de la zone côtière. Merci. Merci, monsieur Julien. Je pense que vous avez bien aussi campé le débat au niveau des pays côtiers. Vous avez bien parlé des facteurs internes comme des facteurs externes. Je pense que c'est important aussi, quand on veut lutter contre le phénomène, de prendre en compte aussi des facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes pour voir aussi quelle est la bonne dose pour un peu donc, faire face à cette situation. Donc, pour rappel aussi, il faut donc aussi une approche militaire comme une approche civile pour un peu lutter contre ce phénomène-là, parce que le tout militaire aussi, quoi qu'on dise, a monté aussi ses limites donc, au niveau donc, du Sahel central. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à M. Barolo. Lui, il est expert en relations internationales et sur les questions de défense et de sécurité. Et M. Lo, est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelle réponse sécuritaire nationale et sous-régionale on peut donner, on peut apporter donc, pour faire face à l'avancée du terrorisme au Sahel ou en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. Monsieur Lo, si vous êtes en ligne. Oui, bonjour docteur, merci. J'en profite aussi pour remercier toute l'assistance et vous remercie pour l'organisation de ce MOOC. Alors, je pense que Abdou Khader et
notre compatriote du WANEP ont posé le cadre. Maintenant, sur ce qu'il faut comprendre avant d'aller dans le fond sur les réponses militaires, c'est que ce que l'on remarque comme extrémisme violent, comme terrorisme, les causes, on les trouve en tout cas autour de l'État et de ses manquements principalement. À côté maintenant, on a les groupes armés terroristes qui essaient de délégitimer l'État et qui essaient de se substituer à l'État. Et ce faisant, c'est aussi également une manière d'avoir un contrôle effectif sur les activités économiques criminelles dans ces zones-là. Donc, ce qui fait qu'il y a une hybridation de menaces entre les groupes armés terroristes à la base et les autres acteurs qu'on peut considérer comme criminels. Alors, face à l'avancée du terrorisme qui est partie du Sahel central, comme on l'a dit, il faut remarquer qu'il y a eu une forme de cécité stratégique. C'est ce que M. Julien a essayé de dire tout à l'heure. La plupart des États ont vu la menace venir de loin. Ça a vraiment intervenir, ça vraiment apporte une grande solidarité. Maintenant, les responsabilités sont quand même extrêmement partagées par rapport à cette inertie-là. Et on voit que aujourd'hui, la menace évolue, comme vous l'avez dit, vers les pays côtiers. Et il faut, dans ce registre-là, remarquer qu'il y a, par exemple, 3 pays, qui sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, qui ont été touchés par le terrorisme qui est venu du Sahel central, qui ont été déjà touchés, qui ont connu des attaques. On a d'autres pays, c'est par exemple le Ghana et le Sénégal, qui n'ont pas encore été touchés et qui restent des pays qui gardent une frontière avec les pays du Sahel central. Donc il y a d'autres pays côtiers qui n'ont pas, disons, de connexion territoriale avec aujourd'hui les zones de conflit. Parce que la menace terroristique, il faut l'apprécier sous l'angle d'une menace intérieure ou de la menace extérieure. Donc jusque-là, la plupart des États et des études le montrent, conçoivent le terrorisme sous l'angle de la menace extérieure. Donc ceux qui n'ont pas une connectivité territoriale avec les zones touchées, peut-être ne sentent pas toujours l'urgence de prendre des mesures. Mais globalement aujourd'hui, la plupart des États côtiers, dans une dynamique générale, disons même des pays d'Afrique de l'Ouest, prennent des mesures aujourd'hui. Et ces mesures passent déjà sur le plan sécuritaire, mais en amont déjà par des réformes au niveau des textes, que ce soit le code pénal et autres, mais également au niveau des stratégies sécuritaires. Donc la plupart des pays ont commencé à travailler sur des stratégies de sécurité nationale et d'autres sur des stratégies de prévention de l'extrémisme violent. Et aujourd'hui, ces stratégies sur le plan sécuritaire mettent l'accent sur deux ou trois choses. Déjà, une refondation des forces de défense et de sécurité. Donc, que ce soit les forces de sécurité intérieure comme les forces de défense, les forces armées. Donc, on est en train de les institutionnaliser dans la plupart des pays, on est en train de les capaciter. Donc, renforcement des capacités opérationnelles, des capacités matérielles. Et le paradigme majeur, il faut le signaler dans tous ces pays aujourd'hui, c'est la lutte antiterroriste. Voilà. On reste sur des paradigmes purement sécuritaires, la lutte antiterroriste qu'on essaie de renforcer. Que ce soit au Sénégal, si on prend les textes qui ont été adoptés récemment, les structures qui ont été mises en place vont dans la dynamique de la lutte antiterroriste. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose aujourd'hui avec l'école de formation contre le terrorisme qui a été mise en place. Dans la plupart des pays, c'est ce qu'on le voit. Donc, c'est des forces militaires qui sont renforcées. Et sur le plan des capacités aujourd'hui, un pays comme le Togo, le Bénin, c'est des pays aujourd'hui qui, sur le plan des capacités, renforcent le matériel aérien pour anticiper sur la menace. Dans un autre registre aussi, en parlant des réponses sécuritaires dans les différents pays, le problème qu'on a, c'est le niveau de professionnalisation des armées. C'est la ressource dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et non seulement il y a un problème de formation, un problème de capacité, mais aussi les doctrines qui étaient les références jusque-là ne sont pas adaptées à la lutte contre le terrorisme. Donc il faut des efforts importants pour que les nouvelles doctrines mettent l'accent, en tout cas s'adaptent à la menace terroriste, qui est une menace asymétrique, comme nous le savons. Les menaces au niveau les mesures au niveau des pays donc, se sont renforcées. Et la plupart des pays aujourd'hui ont renforcé leurs appareils sécuritaires, leurs forces armées et les préparent donc, à faire face à cette menace. Maintenant, les pays n'ont pas les mêmes approches selon la proximité avec les foyers, comme je l'ai dit. Le Bénin et le Togo aujourd'hui sont carrément face à la menace. Le Sénégal aujourd'hui, disons, se prépare, essaie de prendre les bonnes mesures. Et on a vu au niveau des frontières avec le Mali tout ce qui a été fait et tous les dispositifs qui ont été mis en place. Un des éléments qui n'est pas toujours mis en avant dans les mesures prises dans les différents pays côtiers, c'est le renforcement
aujourd'hui des dispositifs de prévention et d'anticipation. Entendez par là les services de renseignement qui sont modernisés, qui sont renforcés, parce que le renseignement constitue en tout cas le premier maillon de la lutte contre le terrorisme. Et la plupart des pays aujourd'hui, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin l'ont compris, ont modifié, ont mis en place l'encadrement juridique, ont renforcé les moyens humains, techniques, pour prendre en compte le volet renseignement. Maintenant, sur le plan sous-régional, il faut comprendre que il y a des prérogatives de sécurité collective qui sont dévolues à la CEDEAO comme organisation régionale. Et la CEDEAO, depuis 2012, a essayé de s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme à partir du Mali. Mais il faut remarquer que les moyens ont souvent fait défaut à la CEDEAO, ce qui fait que son leadership n'a pas toujours été vraiment incarné comme il le fallait. Et face, disons, à l'absence donc, de cette réponse-là de sécurité collective portée par l'organisation régionale, on a eu à la place donc des alliances de défense. C'est l'exemple du G5 Sahel qu'on a connu, mais aussi plus récemment de l'initiative d'Accra. Le G5 Sahel, on connaît tous aujourd'hui, en tout cas, sa trajectoire déclinante avec le retrait du Mali. Aujourd'hui, c'est l'initiative d'Accra qui concerne certains pays côtiers aujourd'hui quand même qui est plus en vue et qui est un peu plus accepté politiquement, qui a moins de choc, qui a moins de friction avec la CEDEAO, avec un leadership, disons, du Nigeria qui se rapproche aujourd'hui de l'initiative d'Accra. Donc, c'est une initiative d'envergure, surtout qui permet des opérations transfrontalières, parce que les terroristes jouent aujourd'hui sur la porosité des frontières. Il ne peut pas y avoir d'action efficace si les actions sont cantonnées aux seuls États. Les terroristes aujourd'hui ont besoin de profondeur stratégique pour leurs activités criminelles, pour s'approvisionner, etc. Donc, il faut donc que la lutte puisse avoir un spectre très large pour être efficace. Donc ça, c'est l'intérêt d'une initiative comme l'initiative d'Accra. Mais pour autant, en parlant de réponse sous-régionale aussi, et en prenant l'actualité, la CEDEAO a décidé récemment de mettre en place une force antiterroriste à l'échelle régionale. Bon, la CEDEAO dit force antiterroriste et anti-coup d'État. Ce qui est pertinent et qui vraiment intéresse la situation, c'est surtout la force antiterroriste aujourd'hui. Celle qu'on a besoin de mettre en place en nous appuyant peut-être sur la brigade régionale même que l'on hérite peut-être du dispositif africain. Aujourd'hui, il y a des rencontres, il y a des évolutions. Mais le problème fondamental, je le rappelle, pour l'action régionale, c'est les moyens qu'il faut dégager. Et aujourd'hui, au regard des problèmes politiques liés à l'intervention des forces étrangères, on a besoin que les forces régionales soient financées. Donc ça, c'est le défi majeur qui se pose à nous. Et son lien avec les défis nationaux, c'est que ce sont les États qui vont constituer cette force régionale-là. Donc, il faut une efficacité, une formation, une capacitation des forces au niveau de chaque État pour que la force régionale puisse être efficace. Et au niveau des États, comme on l'a dit, donc il y a ce problème de formation, ce problème de capacité, que les États, selon différents niveaux, essayent de prendre en charge. Un dernier point, peut-être pour terminer sur les réponses sécuritaires, c'est que la plupart des pays côtiers aujourd'hui aussi, avec dans certains pays l'exploitation déjà en cours ou à venir de ressources naturelles offshore, on a les risques qui sont liés à la piraterie. Et aujourd'hui, donc, les différentes marines de ces États-là sont en train de se renforcer. Je prends l'exemple du Sénégal qui a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour équiper sa marine, la renforcer à dispositif de surveillance, mais également à dispositif d'intervention. La Côte d'Ivoire est en train de faire la même chose. Il y a une coopération régionale aujourd'hui par rapport à la lutte contre la piraterie maritime. Une coopération, je dois dire même, qui enjambe l'Afrique de l'Ouest, qui va jusqu'en Afrique centrale. Et aujourd'hui, c'est également un élément qui est souvent occulté, mais qui est à considérer. Parce que dans d'autres régions du monde, on a vu comment est-ce que la piraterie maritime s'est imbriquée, disons, à la menace terroriste. Donc aujourd'hui, pour boucler, on a des réponses sécuritaires intérieures qui se passent par le renforcement des forces de sécurité intérieure, de la police, de la gendarmerie, mais également un renforcement des forces armées. Et toutes ces forces, que ce soit les forces intérieures ou les forces extérieures, ont comme paradigme majeur la lutte antiterroriste. Voilà, ce n'est pas une dynamique de prévention, mais c'est une dynamique de lutte antiterroriste. Et certaines études, notamment celles menées par la DECAF et certains pays de la zone, ont permis de mettre en avant le fait que les paradigmes restent encore sur la lutte antiterroriste. Merci beaucoup, docteur. Merci, Monsieur Lo. Je pense que vous avez parlé beaucoup donc, de la lutte au niveau national et au niveau régional donc, contre le terrorisme, notamment donc, vers la menace des pays côtiers. Et vous avez aussi parlé un peu de l'hybridation de la menace, ce qui est une réalité, parce que parfois aussi les gens ne pensent qu'au terrorisme
en question, mais il y a des facteurs qui sont là et qui sous-tendent un peu aussi la réalité du terrorisme. Je pense que tout à l'heure, il y a M. Julien qui l'a cité parmi les facteurs un peu internes. Il a tantôt parlé de la porosité des frontières, des conflits locaux, des activités illicites, des groupes d'autodéfense, donc aussi le facteur religieux qui sont là aussi, qui sont aussi donc qui constituent aussi l'hybridation de ce terrorisme-là. Vous avez parlé des pays qui sont déjà touchés au niveau côtier et des pays qui sont susceptibles d'être touchés et qui ne sont pas encore touchés. Mais l'essentiel de votre présentation, vous l'avez un peu axé sur la lutte nationale en parlant un peu des stratégies sécuritaires qui sont mises en place, de l'adoption donc, de nouvelles doctrines et aussi un peu de la modernisation aussi, donc, des mesures, surtout au niveau des renseignements. Et au niveau aussi régional, vous avez tantôt parlé de la CEDEAO qui est un peu en train de se rechercher en matière de leadership, qui ne fait pas aussi l'unanimité parfois. Et malgré ses intentions de mettre en place aussi cette force de lutte contre le terrorisme et les coups d'État, donc un peu l'opérationnalisation de ces forces-là aussi pose problème. Le G5 Sahel, vous l'avez dit tantôt, qui vraiment bat de l'aile, un peu instrumentalisé selon certains leaders par la France, qui a causé le retrait du Mali. Et aussi, vous dites qu'actuellement, l'initiative d'Accra est actuellement donc, la seule option sur laquelle donc, on peut compter pour un peu lutter contre le phénomène. Je pense que c'était bien clair. Je vais aussi maintenant donner la parole à Mme Aïssatou Fall. Donc, Mme Aïssatou Fall, elle est experte consultante internationale dans les questions de paix et sécurité. Elle, je la connais bien. On a eu à échanger dans le passé. Elle a eu aussi à me former il y a 7 ans, je pense. Et j'en suis toujours fier de le dire. Et elle va aussi nous dire un peu, elle va comment faire revenir aussi donc consolider la paix dans les endroits qui ont été un peu touchés par les conflits de nature terroriste. Donc, comment faire revenir la paix et comment consolider. Déjà, on parle là de construction de la paix. Parce qu'avant de consolider la paix, il faut construire la paix. Il faut qu'on ait la paix. Et passer au second étape qui consiste la consolidation de la paix dans les zones qui ont été touchées. Je parle un peu du nord Mali, je parle de la région des 3 frontières, le Liptako-Gourma, le bassin du lac Tchad, etc. Maintenant, comment faire revenir la paix dans ces zones et comment consolider la paix dans ces zones-là? Madame Aïssatou Fall, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup, Dr Latir, et bonjour à tous mes co-panélistes et bonjour aussi aux participants. Merci aussi à Afrique-TV pour cette opportunité très intéressante de parler dans ce MOOC. Donc, la question qui m'a été posée, c'est comment faire revenir et consolider la paix dans des endroits qui ont été éprouvés par des conflits de nature terroriste. Donc, je vais commencer par dire que, quelle que soit la nature du conflit, ce qu'il est toujours important de faire, enfin, d'avoir à l'esprit, c'est qu'il faut d'abord toujours une très bonne compréhension de ce qui se passe. Ici, dans notre cas de figure, quelles sont les causes profondes de cette crise? Quelles sont les causes profondes? Par exemple, dans le cas qui nous est présenté ici, cas du conflit terroriste, l'on doit se poser des questions telles que quelles sont les différentes parties qui se confrontent, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Il y a des acteurs invisibles, il y a des alliances qui se font et qui se défont. Quelles sont leurs profondes motivations, quels sont leurs objectifs et aussi quels sont les enjeux. Je pense qu'il est très important d'avoir à l'esprit ce point quand on veut parler de consolidation de la paix. Deuxièmement, et sur la base même des exposés que vous avez déjà entendus, il faut toujours avoir à l'esprit que, par exemple, si vous avez un conflit de nature terroriste ou bien un conflit de nature ethnique ou religieux, ce n'est toujours pas quelque chose. Il y a toujours une combinaison de facteurs. Une combinaison de facteurs qui fait qu'à un certain moment, quelque chose se passe. Ces facteurs peuvent être d'ordre structurel, d'ordre politique, économique. Ça peut être des frustrations, par exemple dans le cas de figure des pays du Sahel dont on parle actuellement, le cas du Mali, du Burkina et même peut-être, je dirais, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Une des causes qui sont avancées
pour l'avancée aussi des activités terroristes sur le plan local, on nous parle toujours d'une jeunesse qui est laissée à elle-même, qui a été exclue des prises de décision, de la gouvernance, une jeunesse sans opportunité d'emploi, de qualification, qui manque d'éducation décente. Je dirais même une population aussi qui a ses problèmes de survie, ses problèmes économiques, ses problèmes de santé, ses problèmes alimentaires. Et donc, tout ce genre de facteurs se combinent et ce sont des points de faiblesse qui sont exploités par les terroristes et les djihadistes. Donc, le troisième point, c'est que il faut avoir à l'esprit que aussi ce que je viens de citer, ça constitue un terreau fertile qui permet aux terroristes de recruter facilement, en particulier les jeunes. Même si l'on sait que, par exemple, on a vu des pays, par exemple en Europe, où on a vu une jeunesse, par exemple, qui a tout, mais qui s'adonne à des activités terroristes. Ça veut dire que aussi, une chose que les terroristes aussi proposent peut-être et que nos États ne proposent pas, c'est que les terroristes peut-être donnent à ces jeunes qu'ils recrutent des opportunités peut-être de participer et d'exercer un certain leadership qu'ils n'ont pas dans la société où ils vivent et ils ont beaucoup de frustration. Donc, pour bien comprendre comment faire revenir la paix, revenir et consolider la paix, premièrement, le contexte est important. Et ce contexte, je pense, il faudra aborder les activités de consolidation de la paix de façon multidimensionnelle. Deuxièmement, l'on a vu peut-être dans tous les exposés que j'ai entendus que nos États africains, la plupart du temps, cette approche qu'ils ont prise dès le début, c'est cette approche militaire. Beaucoup de choses sont en train d'être faites pour renforcer les forces armées, pour s'équiper et tout cela. Mais qu'en est-il des populations locales qui sont les plus affectées? Donc, deuxièmement, je pense que si l'on veut parler de consolidation de la paix, il faut se rapprocher des populations qui sont les plus touchées, les écouter. Ça, c'est important. Cette approche vers le bas est très importante en combinaison avec une approche vers le haut. Troisièmement, je pense que ça a été un peu brossé tout à l'heure. Il faut impliquer toutes les composantes de la société et de façon active. Les impliquer dans les processus de consolidation de la paix, pas en tant que sujet à protéger, mais en tant que sujet aussi qui ont des rôles à jouer, qui peuvent agir de façon active, en collaborant avec peut-être les forces de défense et de sécurité, aussi en aidant à instaurer un dialogue permanent aussi, ce qui est aussi très important. Donc, à titre d'exemple, il faut impliquer les femmes et les jeunes à tous les niveaux, les responsables religieux, les leaders communautaires et tout ça. Et donc, je pense que une des choses à faire, c'est de renforcer peut-être les activités de décentralisation qui donnent peut-être plus de pouvoir et plus d'opportunités à ces populations pour qu'ils puissent contribuer. Le dialogue est important. Le renforcement des capacités, mon collègue de tout à l'heure l'a touché. Pensez, ce problème-là aussi, c'est un problème de développement. Il y a un manque d'accès à l'éducation. Les gens ont besoin de formation. Il faut renforcer leurs opportunités, leur accès à beaucoup d'opportunités, les soins de santé et tout ça. Donner aux populations un pouvoir de décision, il faut les inclure. J'ai participé à beaucoup de réunions où on parle d'extrémisme violent, de djihadisme. Mais c'est rare que vous voyez qu'on associe des gens qui viennent du terrain pour qu'ils parlent, pour qu'ils partagent leur expérience et ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est important. Bien sûr, tout ceci ne peut pas se faire sans qu'il y ait des objectifs clairs et précis, des activités bien délimitées et des résultats bien définis à travers des plans d'action qui doivent aussi être supportés de façon financièrement
et aussi techniquement. Il serait important aussi dans ces activités de consolidation de la paix de faire appel à d'autres documents, d'autres engagements tels que les résolutions 1325 et 2250 peut-être de l'ONU qui prônent une participation active des femmes, des jeunes dans tous ces processus. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci encore à tout. Je pense que le débat est intéressant, mais le temps est en train de nous faire défaut. Je pense que vous avez parlé un peu d'une approche multidimensionnelle. Donc, si on peut lutter contre ce phénomène ou bien consolider la paix au niveau des zones qui sont touchées. Et vous avez aussi parlé des causes profondes, mais aussi des acteurs sur le terrain et aussi les interactions qui existent entre les acteurs. Et aussi l'offre d'opportunités donc vis-à-vis de ces jeunes-là par les groupes extrémistes aussi, vous en avez parlé. Et maintenant, pour la consolidation de la paix, vous avez aussi parlé d'avoir une approche multidimensionnelle. Vous l'avez dit, ça veut dire une inclusion de tous. Je pense que tout à l'heure, M. Fall en a parlé. Et aussi un peu l'implication de toutes les couches de la société. Parfois, ce qu'on avait, c'est un peu la division qu'on voit parfois, mais aussi il faut une approche inclusive et participative de toutes les couches de la société aussi dans la lutte. C'est important. Favoriser le dialogue. C'est aussi un élément que vous avez cité parmi tant d'autres. Et pour finir, vous avez parlé d'élaborer un plan d'action dans lequel vous avez des objectifs très clairement définis, des résultats qui sont atteignables. Et on peut maintenant, à partir de ce plan-là, on pourra mettre en œuvre des activités qui vraiment pourront nous amener donc un peu à consolider la paix au niveau de ces zones-là. En tout cas, merci à tous les trois. Donc, on va encore faire donc un tour. Nous avons déjà avancé sur le temps. Il nous reste 8 minutes pour atteindre 16 heures. Je vais encore faire un tour de table pour les participants, pour les panélistes, avant de donner la parole aux participants. Et s'il vous plaît, pour cette fois-ci, si vous pouvez un peu rétrécir votre temps de parole, serait une excellente chose. Ça pourrait nous permettre un peu d'avancer très vite. Donc, M. Abdelkhad, ma deuxième question sera pourquoi cet intérêt de certains groupes djihadistes vers les pays côtiers? Qu'est-ce qui en est? Pourquoi ils ont l'intérêt d'aller vers les pays côtiers? Si vous pouvez, s'il vous plaît, résumer ça en 3 minutes maximum, ça pourra nous permettre donc de donner la parole aux participants. Merci, M. Abdelkhad, vous avez la parole. Vous êtes là? Oui. Excusez-moi. On va essayer de résumer un peu. Comme vous avez pu le remarquer, et comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut quand même rappeler un peu que le terrorisme s'est déplacé de plus en plus vers le sud, ça on l'a rappelé, mais il faut se souvenir aussi que déjà depuis 2016, mars 2016, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué sa première attaque en Côte d'Ivoire, notamment à Grand-Bassam. Mais 2 mois plus tôt, la même organisation s'en était déjà prise à Ouagadougou, où les attaques comment on appelle encore, Taxi Bros et revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais menées par ce qu'on a appelé à l'époque sa branche des attaques extérieures qui est Al-Mourabitoun, qui à l'époque était dirigée par Mohamed Ould-Noueni, qui a été tué en 2018 par l'armée française. Rappelons toujours que Al-Mourabitoun est avec Ansar Din de Iyad Afali, la Katiba du Massina de Amadou Koufa et l'émirat de Bissara d'Akmi constitue aujourd'hui ce qu'on appelle le G6, qui est la branche sahélienne d'Akmi. Donc depuis, les pays dits côtiers se sont retrouvés dans le collimateur des djihadistes, mais il fallait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, faire céder le verrou burkinabé, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs même ce qui explique en partie l'instabilité sociopolitique à travers ce pays, qui a connu en moins d'1 an 2 coups d'État. Donc cette vulnérabilité, disons-là, a permis aux groupes djihadistes d'accéder aux régions nord de pays comme le Bénin ou encore le Togo. Il est vrai que pour l'heure, les attaques que ces groupes-là mènent dans le septentrion de ces pays ne peuvent être considérées ou ne relèvent aujourd'hui
que de ce qu'on peut appeler de harcèlement, mais c'est toujours partie d'une stratégie bien réfléchie, consistant pour ces groupes djihadistes-là à resserrer un peu la pression subie un peu plus au nord, je veux dire la pression qu'ils sont en train de subir dans le Sahel central. Bon, d'ailleurs, dans sa dernière interview avec Wassim Nasr, le chef d'AQMI, Abu Obaïda Youssef Al-Hanabi, a même eu à le rappeler, à dire que leur objectif, c'est de gagner du terrain, c'est d'aller vers le sud. Donc, il s'agit pour ces groupes-là de profiter un peu aussi des couloirs de la contrebande pour s'approvisionner en armes. D'un autre point de vue aussi, on peut croire on peut comprendre que les pays côtiers sont ciblés pour leur faire payer leur hostilité aux djihadistes à travers leur participation à la misère onigène au Mali. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pays ouest-africains qui participent aujourd'hui, qui ont des contingents là, au sein de la MINUSMA. Donc pour les djihadistes, c'est une manière de leur faire payer cette participation-là à la lutte contre le terrorisme, même si on sait qu'aujourd'hui la mission de la MINUSMA ou le mandat de la MINUSMA n'est pas assez robuste pour faire face à ces djihadistes. Mais ce sur quoi je vais terminer mon intervention, c'est j'entends souvent les gens dire que les djihadistes ont besoin d'une interface maritime. Moi, je ne suis pas tellement convaincu par cette thèse. Je pense vraiment que, et je le dis avec beaucoup d'humilité, que les djihadistes, pour moi, ils n'ont pas besoin d'interface djihadiste. Parce que j'ai vu un exemple, j'ai suivi un exemple, ça s'est passé un peu loin du Sahel, c'est au Mozambique, où on a les Chebabs affiliés à l'État islamique, les Chebabs qui n'ont rien à voir avec les Chebabs de la Somalie, qui sont affiliés à Al-Qaïda. Ces Chebabs-là ont occupé la ville de Mocimboa da Praia pendant au moins 1 an. Ils ont occupé ce port et je ne sais pas les avantages qu'ils ont tirés de l'occupation de ce port-là. Mais bon, comme le débat est ouvert, j'aimerais bien, si quelqu'un dans l'assistance a cette réponse, que feraient les djihadistes d'une interface maritime? Moi, j'aimerais bien le savoir. Merci beaucoup. Merci, merci Abdelhad. Je crois que c'est une question qui est ouverte. En tout cas, c'est toujours une stratégie pour ces groupes-là. Le truc, c'est qu'ils sont toujours en avance sur nos stratégies de lutte. Au moment où ils mettent en œuvre donc, une menace, au moment où on est en train de trouver une stratégie pour lutter contre cette menace-là, ils sont toujours en avance sur nous. Maintenant, je crois que c'est l'occasion pour nous de réfléchir comme eux et d'essayer de penser aussi quel intérêt ils pourraient trouver à occuper les zones côtières et avoir une interface maritime pour un peu faire face à ce phénomène-là. Merci encore Abdelhad. Maintenant, je vais revenir. Merci encore, oui, Abdelhad. Je vais revenir vers Aïssatou avant d'aller vers Julien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle que pourrait jouer l'Union africaine? J'aurais dû aller vers les autres, mais je vais venir vers vous avant d'aller vers les autres. Oui. Le rôle que pourrait jouer l'Union africaine donc, dans la lutte contre l'extrémisme violent avec des instruments comme la Convention sur la prévention du contre le terrorisme. Quel est le rôle que pourrait jouer donc, l'Union africaine dans le cadre de ce... Je rappelle qu'ils ont Misaël qui est basé au Mali, qui a joué un rôle très important au début du conflit au Mali, mais maintenant on entend de moins en moins le Misaël. Maintenant, je voulais savoir un peu l'Union africaine de manière générale, quel est le rôle qu'il pourrait jouer donc, dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Merci beaucoup, Latir. C'est tout, vous êtes... Oui, je t'entends. Tu m'entends? Allô? Oui, c'est bon. Oui, je suis là, oui. La question que j'avais, c'est quel rôle de l'Union africaine dans cette lutte contre l'extrémisme avec des instruments comme sa convention sur la prévention et la lutte contre l'organisation du terrorisme. Moi, je pense que l'Union africaine est une organisation. Je ne parle pas en tant que membre du personnel de l'Union africaine. J'ai travaillé à l'Union africaine, mais actuellement, je livre seulement ma perspective. Je tiens à préciser ça. L'Union africaine a commencé à réfléchir très tôt sur le terrorisme
Et cela a été matérialisé par des actes très importants qu'ils ont posés. Il ne faut pas oublier qu'en 1999, l'OUA avait déjà la Convention d'Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on parle de Convention d'Alger. Comme le rappelait Latir au début, le terrorisme en Afrique a pratiquement commencé en Algérie. Donc, cette convention, actuellement, si vous regardez les textes, ça a été signé et ratifié par plus de 43 États. Mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Ça, c'est autre chose. En 2001, toujours, les chefs d'État africains ont mis sur pied la déclaration de Dakar. Et cette déclaration, c'était surtout pour insister sur le fait que le terrorisme porte atteinte aux droits de l'homme, à la démocratie. Et ils exprimaient le désir aussi de renforcer la coopération entre les États. En 2002, l'Union africaine a eu son plan d'action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ensuite, il y a eu un protocole additionnel à la Convention. Il y a eu le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme qui a été mis sur pied à Alger par l'Union africaine. Et il y a aussi la loi modèle africaine contre le terrorisme qui parle d'infractions terroristes, de blanchiment d'argent et autres. Mais pour en revenir à notre contexte plus récent, il faut savoir que la lutte contre le terrorisme, ça fait partie intégrante des activités de l'UA. Par exemple, son agenda Faire taire les armes d'ici 2030 et l'agenda 2063, la lutte contre le terrorisme est bien inscrite dedans. Mais ce qui est plus important, c'est que l'UA a mis sur pied des opérations de maintien de la paix. Par exemple, la plus intéressante, c'est celle qui a été déployée en Somalie, AMISOM, qui est devenue ATMIS. Donc, c'était le plus grand déploiement de l'Union africaine avec des troupes qui avaient un mandat de lutter contre le terrorisme. 17 000 troupes africaines déployées en Somalie vers les années 2007, 2008, 2009, comme ça. Et par la suite aussi, on a vu que l'UA a mis sur pied des déploiements antiterroristes en collaboration avec des communautés économiques régionales. Par exemple, il y a cette collaboration avec la Commission du bassin du lac Tchad. Il y a eu la force multinationale mixte contre Boko Haram qui concerne le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Et donc, en réponse à la situation difficile qui était dans ces pays et les attaques violentes des groupes terroristes, l'UA avait signé avec la Commission du bassin du lac Tchad un accord portant sur la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans sa région. Tout à l'heure, un collègue a parlé de la force conjointe du G5 Sahel qui jusqu'en mai regroupait la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina, mais on sait que récemment, le Mali s'est retiré depuis le 15 mai de ce groupe et aussi du G5 Sahel. C'était une force qui a été mise en place depuis 2017 pour contrer le terrorisme dans le Sahel et qui a été vraiment supportée par l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne. Par la suite aussi, l'on a vu certaines initiatives de l'Union africaine, par exemple, il y a le processus de Nouakchott. Le processus de Nouakchott a été lancé dans la capitale mauritanienne bien avant, en 2013, et constitue un cadre de concertation réunissant plusieurs pays, l'Algérie, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal et le Tchad, afin de renforcer la coopération sécuritaire et opérationnaliser l'architecture africaine de paix et de sécurité. Nous avons également d'autres initiatives qui ne sont pas de l'Union africaine, mais qui sont reconnues. Le groupe du Sahel dont j'avais parlé et la commission du bassin de lac Tchad. Je pense que l'Union africaine, quand même, n'est pas restée les mains croisées. Mais le problème qui se passe actuellement,
Et la question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on a eu tous ces instruments et toutes ces initiatives et on en est arrivé à la situation actuelle? Par exemple, déjà depuis 2012, on a eu des milliers de morts au Mali et des millions de déplacés. On a vu les violences maintenant qui sont étendues au Burkina, au Niger, les menaces vers les pays du Golfe de Guinée, les attaques. Comment ça se fait qu'on ait eu tous ces instruments, ces initiatives? Donc, ça revient à dire que peut-être il faut revoir les approches. L'approche ne traite pas vraiment des causes profondes. L'approche, elle est vraiment très réactive. Elle traite des conséquences des attaques. Okay. Il y a aussi un autre facteur. Il y a la faiblesse des structures institutionnelles qui sont mises en place et il y a aussi un problème de ressources. Il y a un problème d'insuffisance des ressources et tout à l'heure, quelqu'un l'a mentionné, il y a aussi le fait qu'il y a une montée en puissance des activités de ces groupes qu'on ne maîtrise pas, leur capacité augmente, mais aussi non seulement leur capacité augmente, mais ils visent de plus en plus les forces de sécurité étatiques. Donc, je pense qu'il faudrait revoir, c'est l'approche. Et un dernier élément, on a vu récemment qu'il y a eu la résurgence des coups d'État militaires et ça fait que les dynamiques vont changer. Par exemple, le Mali qui se retire de la force conjointe, ça a déjà des conséquences. Je vais m'arrêter là. Merci. Excusez-moi, je vais désactiver mon micro. Merci Aïssatou. Je pense que vous avez bien parlé des initiatives qui sont prises par l'Union africaine, mais aussi parler aussi des raisons pour lesquelles ces initiatives aussi n'ont pas fait d'effet. Donc, pour rappel, avant-hier, on était au niveau de l'Union africaine, au niveau donc, de la Commission Affaires politiques, paix et sécurité. Et ils ont convié des organisations de la société civile. On essaie de réfléchir sur comment vraiment donc, ces instruments qui sont les instruments de l'Union africaine pourraient avoir plus d'effet. Et je pense que le Sahel a été au cours des débats. La lutte contre le terrorisme et les coups d'État ont été au cours des débats. Comment est-ce que les organisations de la société civile pourraient apporter aussi des réponses donc, pour accompagner l'Union africaine donc, dans la lutte contre ces phénomènes-là? Je pense que ça aussi, c'est assez important de le rappeler. Je vais aller vers M. Julien. Je pense j'avais dit 16h15. Je pense qu'on va aller vers 16h, peut-être 20 à 25, parce qu'il faudra aussi qu'on donne la parole aux participants, 3 à 4 questions. Monsieur Julien, est-ce que vous pourriez nous parler donc, du rôle donc, un peu des comités économiques régionaux comme la CEDEAO dans la lutte contre l'extrémisme violent? Merci beaucoup, Dr. Monsieur Julien, vous êtes... Oui, vous me recevez? Oui, c'est bon, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que mes propos ne vont pas trop s'éloigner de ceux de celle qui vient de Madame, qui vient de juste de parler. Disons que oui, il y a quand même que dans cette action, même quand on va convoquer les organisations régionales ou continentales, je pense qu'elle a abordé, il faut se rendre compte que les États doivent être d'abord au front, mais tout en étant ouverts à une certaine coordination, disons régionale, continentale des initiatives, parce que la menace, elle est transfrontalière. Mais quand même, les moyens de lutte, la plupart, ou quand même une grande partie des moyens de lutte doivent vraiment être convoqués par les États. Au niveau de la CEDEAO, je pense que la chose a été bien perçue parce que quand vous regardez un peu le plan d'action prioritaire pour éradiquer le terrorisme dans l'espace CEDEAO 2020-2024, la question en parenthèse, c'est on est à un an, presque à mi-terme de ce plan, où est-ce qu'on en est? C'est la grosse question. Mais quand vous regardez le plan, vous allez vous rendre compte que, effectivement, le plan est très clair. Les États d'abord, mais après avec des ouvertures pour permettre à la CEDEAO, disons, d'apporter des contributions.
et les mots utilisés dans ce document pour parler des rôles que devrait jouer la CEDEAO sont coordonnés, accompagnés, éditer des normes, donc au niveau régional, pour coller à la réalité de la menace et faciliter des synergies et collaborations entre les États. Vous voyez, ça voudrait dire que si on regarde bien, la CEDEAO, déjà très focus sur la mise en œuvre de son cadre de prévention des conflits, intervient déjà sur un certain nombre d'éléments qui sont comme les défis liés à la menace de l'extrémisme violent, en travaillant sur la composante jeune, la composante femme, la composante alerte précoce, les composantes diplomatie préventive, voyez, qui lui permettent, par exemple, au niveau de faire interagir, disons, les états-majors, les chefs d'état-major, je veux dire sur le volet militaire, de faire interagir les organisations de la société civile sur la question, disons, en Afrique, de le faire interagir les médias dans la région sur la question. Donc, autant de choses qui permettent, disons, à la CEDEAO d'agir sur la question. La grande préoccupation, c'est beaucoup d'États. On a comme l'impression que continuent de considérer ou de voir, et c'est ça l'idée d'avoir, comme si les moyens, comme si l'action devait être pilotée directement au niveau des pays par, je veux dire, la communauté. On se rappelle cette demande il n'y a pas longtemps, je pense du Burkina, vis-à-vis de la CEDEAO pour accompagner la lutte. En fait, peut-être que dès qu'on va mettre, disons, la menace et la lutte contre la menace dans son contexte, la CEDEAO devrait aider à coordonner les solutions de mutualisation des efforts, devrait aider, faciliter les stratégies de renseignement, multi-étatiques. Vous voyez ce que les drones sont capables de faire aujourd'hui pour traquer, au plan militaire bien sûr, au Burkina et au Mali. Si on était capable au plan régional vraiment de coordonner, de déployer en termes de renseignement, ce que ça pourrait faire. Formation et équipement, qu'on le veuille ou non, on a, et puis la CEDEAO aussi a contribué à ce que cela arrive, que nos armées ne se soient pas équipées pendant un certain temps parce qu'on estimait qu'on était beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus pacifique dans la région. Donc, faciliter la lutte contre le financement, disons, du terrorisme, accompagner les programmes de développement, et peut-être aussi renforcement du dialogue communautaire. Donc, autant de choses que, à travers la mise en œuvre du cadre de prévention des conflits, le CPC de la CEDEAO, il y a déjà des initiatives concrètes qu'on peut citer dans le pays. Mais peut-être aussi que la souveraineté ou étant jaloux de leur souveraineté, les États ne font pas nécessairement toutes les ouvertures qu'il faut pour permettre à la CEDEAO, disons, de jouer son rôle de coordination régionale qu'il fallait. Peut-être qu'il faut regarder aussi de ce côté-là et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus, disons ouverture ou ces programmes qui permettent à chaque pays de mettre sur la place ce qu'il est en train de faire, de pouvoir faire les connexions avec ce que les pays de la région sont en train de faire et de pouvoir relever ce que la CEDEAO a fait pour soutenir sur un aspect donné pour les pays qui opèrent et qui opèrent contre, disons, cette question de l'extrémisme violent. Et la question du budget nécessairement. La CEDEAO devait être devant pour lever les ressources et aider les États à avoir les moyens d'opérer aussi bien sur le plan militaire que sur le plan civil, parce que la lutte doit aller de façon complémentaire sur les deux axes. Quand vous regardez ce plan d'action de la CEDEAO, le budget qui est mentionné, c'est près de, disons, de 2000 milliards, quelque chose, 2000 milliards, 300 millions, quelque chose comme ça. Alors, si vous regardez ça, pour mobiliser, c'est beaucoup d'efforts. Mais la CEDEAO doit être beaucoup plus devant pour cette question de mobilisation de ressources, qu'il est même capable de mobiliser au niveau de la région, je veux dire en grande partie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur. Maintenant, je vais redonner la parole à monsieur Lo.
Monsieur Lop, quel est donc le rôle de la communauté internationale dans le contexte terrorisme au Sahel? Ici, on parle de la communauté internationale. On a parlé donc de l'Union africaine, on a parlé donc de la CEDEAO. Maintenant, quel serait le rôle de l'Union africaine dans cette lutte-là? Merci beaucoup, docteur. Merci aux collègues panélistes. Alors, vous posez une question qui est importante parce qu'elle colle à l'actualité. Vous parlez du comité international, mais on sait tous qu'au Sahel aujourd'hui, il y a un grand débat sur la place des partenaires étrangers, des partenaires internationaux, des forces étrangères. On a vu tout ce que ça a occasionné comme tension politique entre certains États et certains partenaires. Alors, la lutte contre le terrorisme s'est accentuée sur des aspects militaires depuis très longtemps, une dimension sécuritaire. Mais il faut constater, et ça a été constaté, que les réponses sécuritaires ne sont pas toujours à même de venir à bout de l'extrémisme violent, particulièrement du terrorisme. Alors, à partir de 2015, il y a eu le plan d'action du secrétaire général des Nations Unies sur la prévention de l'extrémisme violent qui a été adopté. Et ce plan d'action invite les États, les partenaires à mettre l'accent sur la prévention, de ne pas seulement se focaliser sur la lutte, sur l'antiterrorisme, mais de s'intéresser aux causes profondes qui débouchent donc sur l'extrémisme violent et sur le terrorisme. Et je pense que c'est là qu'aujourd'hui, l'action des partenaires internationaux devrait se concentrer. Pourquoi? Déjà, il y a un problème politique qui se pose pour les engagements de terrain. Et je reviens sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le cas de certains partenaires au Mali et autres. On a une opinion publique africaine qui, pour X raisons, en tout cas, est souvent opposée à la présence de ces partenaires-là. Surtout que le terrorisme la lutte contre le terrorisme est une lutte dans la durée. Et l'absence de résultats, en tout cas palpables pour les populations, pousse à un certain rejet. Surtout que la présence des partenaires, parfois, est lue sous l'angle, en tout cas, du passé colonial. Et certaines postures défendues par des acteurs sur la présence des forces voudraient que les forces locales africaines soient mises en avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, il faudrait, en considérant les orientations des Nations Unies par rapport à la prévention, inviter les partenaires à mettre l'accent de leur engagement sur les aspects liés à la prévention. Et quand on parle de prévention, on parle de quoi? On parle d'équité territoriale, on parle de lutte contre la pauvreté, on parle de l'accès aux services sociaux de base, on parle de l'accès aux infrastructures de base. C'est à ce niveau que les partenaires devraient mettre l'accent. Les partenaires disposent de moyens financiers considérables. Et aujourd'hui, leur action devrait davantage se concentrer sur ces éléments-là qui sont liés, disons, à la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Parce que ce sont les formes d'exclusion qui mènent à l'extrémisme violent, qui mènent au terrorisme, au-delà de l'idéologie. Donc, c'est surtout les formes d'exclusion, qu'elles soient politiques et autres, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'on a remarqué dans les différents pays, qui subsistent dans les différents pays, qui donnent un terreau fertile à l'extrémisme violent et au terrorisme. C'est à ce niveau donc qu'on a surtout besoin de l'apport des partenaires pour amener des réponses, pour avoir plus d'inclusion économique, sociale dans nos pays, avec leurs moyens financiers. Maintenant, sur le plan purement militaire, et je reviens dessus, je dis, il faudrait que les partenaires internationaux accentuent leur appui sur le plan militaire dans la capacitation matérielle et dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, de quoi on a besoin? On a besoin de matériel, on a besoin de munitions, on a besoin d'armes, on a besoin, disons, d'aéronefs, de drones. On a vu le résultat ces derniers temps dans certains pays. Ce sont des besoins réels pour nos pays. On a besoin donc de l'appui des partenaires sur la capacitation. Et maintenant, sur le plan opérationnel de terrain, il faudrait que les forces africaines, les forces de nos États, de nos organisations soient mises en avant parce que le niveau de risque que ces forces peuvent prendre, les risques politiques font que les partenaires internationaux ne peuvent pas les prendre sur le terrain. Le général Babacar Gaye l'a beaucoup défendu par rapport aux réformes des opérations onusiennes. Il faudrait renforcer les États africains sur le terrain parce qu'ils prennent plus de risques naturellement. Ils ont moins de contraintes politiques par rapport à la prise de risques sur le terrain. Donc il faudrait que les opérations sur le plan territorial, que ces forces locales puissent être privilégiées et que l'appui des partenaires étrangers puisse être maintenu sur le plan des capacités. Et en même temps, donc, cela va permettre aux Africains de garder le leadership sur la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Parce que l'un des gros problèmes qu'on a, on l'a dit, on l'a rappelé, c'est par exemple que la CEDEAO ait perdu son leadership dans les différentes initiatives. On a plus de 18 initiatives au Sahel. La CEDEAO se perd parmi ces initiatives-là. Or, aujourd'hui, le cadre le plus intégré qu'on a pour lutter contre le terrorisme dans la durée, c'est aujourd'hui la CEDEAO, parce que c'est une organisation qui est intégrée, qui a une dimension politique, économique, sociale, sécuritaire. Donc, les actions de la CEDEAO s'inscrivent davantage dans la durée que les actions de n'importe quel autre partenaire dont l'agenda ne peut pas être contrôlé par les États africains et dont la dissemblance ou les divergences entre les agendas au niveau de l'opinion publique peut pousser à la contestation et remettre à plat finalement les efforts consentis pendant de longues années. Donc aujourd'hui, les partenaires internationaux qui disposent de moyens, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, qui ont tous des plans parce qu'ils s'intéressent au Sahel, à nos pays, les pays africains, à partant d'un cadre comme la CEDEAO intégré, doivent pouvoir les orienter vers l'amont, c'est-à-dire sur la prévention, et que sur l'aval, le sécuritaire, le militaire, que ces partenaires étrangers puissent mettre l'accent sur la capacitation technique et matérielle, et que l'opérationnel sur le terrain soit géré par les Africains qui prennent plus de risques. En même temps, c'est une manière d'éviter et d'anticiper sur la lutte d'influence, la guerre d'influence que l'on connaît au Sahel, qui est de nature à renforcer l'insécurité. Or, en mettant en avant les opérationnels ouest-africains, nos forces propres, on permet en tout cas de diminuer le risque qui est lié à cette guerre d'influence et à cette présence sur le terrain au Sahel. Merci beaucoup. Merci Michel Lo. Malheureusement, il est resté une question pour Aïssatou. Je pense qu'on va devoir laisser la question, sinon on n'aura pas à donner la parole aux participants. Aïssatou, nous nous en excusons vraiment. C'est pour permettre aussi aux participants qui ont été là depuis le début de pouvoir un peu prendre part donc, à ce webinaire. Donc, je pense que s'il y a des questions, on peut donner la parole à 5 participants qui pourraient en 1 minute poser une question ou faire une contribution. Et s'il y a des questions qui sont adressées aux panélistes, au moins qu'on leur donne la possibilité d'apporter des réponses. Et après, on pourra clôturer le webinaire. Donc, s'il y a des questions, soit vous l'écrivez sur le chat, soit vous levez la main et on vous donne la parole pour poser la question. Bon, je ne vois pas une main levée. S'il n'y a pas de questions, donc s'il n'y a pas de questions vraiment ou de contributions, on peut peut-être laisser Aïssatou apporter peut-être, voilà, monsieur, voilà, heureusement il y a des mains qui sont levées. Aïcha. Bonjour Latir, bonjour aux panélistes, merci pour ces interventions pertinentes. Moi, en fait, peut-être que certains l'ont déjà abordé. Moi, j'aimerais poser la question à savoir, par exemple, pour cette panoplie d'initiatives, par exemple, pour ce qui est de la CEDEAO, quelle serait la meilleure approche pour, comment on dit, streamline, pour en fait essayer de maximiser les ressources, et que ce soit humaine ou financière, pour faire face à cette question de terrorisme. Et aussi, nous remarquons que, je ne dirais pas qu'il y a un désintéressement, mais il y a des impacts qui vont au-delà du déplacement des populations. Mais c'est comme si on en avait tellement l'habitude que c'est devenu un peu secondaire. Qu'est-ce que nous devons faire dans la prévention et aussi s'assurer que ces questions-là restent d'actualité. Pas seulement les nombres de morts, mais l'impact que le terrorisme a sur les populations. Une dernière question, comment prévenir effectivement le terrorisme? Je sais que j'ai posé beaucoup de questions, mais bon, ça me permettrait un peu d'y voir un peu plus clair. Merci. Merci Aïcha. Colonel Seyni et après Mohamed Diatta et enfin Pape Thiam. Et puis on passe aux réponses. Le colonel Seyni Cissé Diop. Bonjour aux panélistes d'abord et Latir, bonjour, je connais très bien. D'abord, félicitations d'avoir organisé ce webinaire. Merci de m'avoir informé, bien que tu l'aies fait un peu tard. Nous avons du travail à faire ensemble à G7. Je suis Seyni Cissé Diop, ancien colonel de l'armée.
J'ai eu la chance de participer à quelques opérations militaires surtout, que ce soit en Côte d'Ivoire, donc au niveau de la CEDEAO, et bien au niveau des Nations Unies. Et récemment, j'ai fait le Mali aussi comme conseiller de l'armée malienne dans le cadre d'un programme. Moi, je voulais tout d'abord féliciter les panélistes qui ont vraiment touché à plein de problèmes et qui ont vraiment apporté des réponses, des solutions. Mais j'ai d'abord surtout une petite contribution, hein. Donc, c'est une première pour moi d'apparaître dans le MOC. Et je voulais vraiment dire que vous avez touché, surtout Madame Fall, je vais insister vraiment, vous avez dit quelque chose de très important quand vous avez insisté sur le fait qu'il faut analyser le fond des conflits, les fonds de la situation pour mieux comprendre et apporter bien sûr les solutions. Et là, c'est l'occasion pour moi de répéter une peuple par une peuple. Il y a un excellent livre bouquin qui a été conçu par l'Université de Ouagadougou et qui s'appelle Crise au Sahel, comprendre et agir, dirigé par une certaine doctoresse Valérie Wamba Ouedraogo. Vraiment, je vous invite. Ils ont fait une belle analyse de tout ce qui se passe dans le Sahel et qui, bien sûr, maintenant est en train de se métastaser, disons, vers les côtes. Beaucoup d'approches. En tout cas, c'est le mois de. Moi, je vais insister sur le rôle des États, comme l'a si bien insisté M. Lo et certains, et bien sûr M. Oussou également. Moi, je pense que la CEDEAO et toutes ces organisations, l'Union africaine, ont un rôle à jouer en matière d'harmonisation, de collaboration entre les États. Le G5 l'a fait, notons, le G5 a travaillé dans ce sens pour permettre aux pays participants, aux pays membres, de pouvoir opérer dans les secteurs. Mais je pense que le rôle de l'État est primordial. Et j'ai bien apprécié, M. Lo, vous avez bien insisté sur ça. C'est aux États de s'engager et surtout de mettre les moyens. J'ai entendu parler du budget de la CEDEAO, 2000 milliards, d'accord, mais c'est en fait les besoins des États. Moi, j'insisterai un peu sur le rôle des États on ne peut pas se passer des États, coordination oui, avec les organes sous-régionaux et l'Union africaine, intervention des partenaires, mais les États jouent un rôle extra. C'était juste vraiment pour insister sur le rôle fondamental des États dans la lutte contre le terrorisme ou le djihadisme, comme on peut l'appeler. Merci. Merci, mon colonel. Donc, je vais passer la parole à Mohamed Diatta. Merci beaucoup, Latir. Vous m'entendez? Oui, on s'entend bien. Ok, merci beaucoup, Latir. Et merci également aux panélistes pour leur contribution très pertinente. Et en fait, mon intervention, ma question va dans le même sens que l'intervention du colonel juste avant moi. Pour dire que l'un des intervenants l'a si bien dit, le problème du terrorisme, ou en tout cas les problèmes au Sahel qui s'étendent maintenant aux pays de la côte de l'Afrique de l'Ouest sont de nature multidimensionnelle. Et donc il va de soi que la réponse également doit être multidimensionnelle. Et moi je m'interroge sur donc la capacité des États à la fois du Sahel mais aussi de la côte de l'Afrique de l'Ouest à pouvoir le faire. Et ici, quand je parle de capacité, je l'entends bien sûr en termes de moyens. Et je suis d'accord avec le colonel de dire que le rôle des États est primordial, il est fondamental. Mais lorsqu'on regarde, comme je le disais, la capacité de nos États aujourd'hui à faire face à un certain nombre de situations socio-économiques, politiques, même culturelles, c'est difficile de se dire ou d'envisager que nos États aujourd'hui auraient cette capacité-là. Et donc, je ne sais pas si on a la réponse à cette question, mais je pense qu'on devrait réfléchir un peu plus sur la manière dont nos États doivent pouvoir mobiliser ces moyens-là. Mais au-delà de la mobilisation des moyens, c'est aussi la question de la mise en œuvre
ou de la manière dont ces moyens-là seraient déployés. Et moi, j'estime que, comme tu le disais, Latir, la société civile, les organismes non étatiques ont également un rôle important à jouer dans la construction des solutions aux problèmes du Sahel et de nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Merci Diatta. Je vais donner la parole à M. Papacham et enfin à Aboubakr Modou, et puis on redonne la parole aux panélistes. M. Thiam, vous êtes là? M. Papacham? Modou Aboubakar, est-ce que vous pouvez poser votre question? Je vois que votre main est levée. D'accord, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Modou Aboubakar Hissène. Donc, je vais vous poser ici quelques questions. Est-ce que, excusez-moi bien avant ça, est-ce que je peux poser une question à part, voilà, pas dans le sens de ce panel, autre aussi, au docteur Tin, si possible. J'ai vu la question qui est adressée, je vais vous répondre. Je vais vous envoyer un message. Vous pouvez aller sur le webinaire, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok, je peux aller là. Merci beaucoup. Donc, ma question est de savoir, parce que, par exemple, quand on parle de pays côtiers, etc. et tout, est-ce que, concrètement, pourquoi toujours on parle de terrorisme, on parle que de Burkina Faso, du Mali, etc. Et pourquoi pas le Sénégal n'a jamais été, par exemple, touché par le terrorisme? Est-ce que l'armée sénégalaise est beaucoup plus professionnelle par rapport aux autres armées, ou bien l'État sénégalais est beaucoup plus vigilant par rapport aux autres États? Qu'est-ce qui explique concrètement? Et tout de même, je vais vous poser d'autres questions dans ce sens. Qui finance concrètement le terrorisme? Qui finance concrètement? Et voilà, voici mes questions. Merci beaucoup. Merci, M. Modou. Puisque Papacham n'est pas là, Fadi, on vous laisse poser votre question. Fadi Traoré. Et puis, oui. Bonjour Latir. Je suis dans un endroit assez bruyant. Ma question est dans le chat. Oh. Latir, vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Je vais lire la question. D'accord, merci. Elle a posé la question à savoir. Voilà, merci Fadi. C'est l'une des conséquences condamnables de l'extrémisme violent et la consommation de stupéfiants par une bonne partie de la jeunesse, enrôlée ou pas. Donc, elle voulait savoir si cette problématique est prise en compte dans les réponses existantes. Merci à tout le monde, merci pour vos questions. Donc, on a déjà dépassé le temps, mais je vais redonner la parole aux différents panélistes. Chacun, s'il vous plaît, 2 minutes, le temps de revenir un peu sur les différentes questions. Et je vais commencer par M. Abdou Khader. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont été adressées et quels sont les éléments de réponse que vous pouvez apporter? 2 minutes, s'il vous plaît. M. Cizé. Oui, je pense qu'il y a une question, sur ce que nous devons faire dans la prévention ou comment prévenir le terrorisme. Bon, cela, je pense que je vais laisser passer. Il y a aussi pourquoi le Sénégal n'a jamais été touché. Est-ce que l'armée est beaucoup plus vigilante? Qui finance le terrorisme? Bon, je peux avoir peut-être des éléments de réponse pour après peut-être laisser Bara revenir un peu sur ça. Bon, pour le Sénégal, que nous suivons depuis quelques années, bon, il est vrai que le Sénégal intéresse beaucoup les groupes djihadistes. Et le Sénégal a connu même des départs, beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont partis dans des zones de conflit comme le Nigeria ou la Libye. Mais il faut savoir aussi que, comme le Bara l'a précisé tout à l'heure, il y a eu un excellent travail qui a été fait du côté du renseignement, ce qui a même évité qu'on ait l'établissement d'une base ou le début
de ce qu'on peut qualifier d'insurrection menée par des jeunes qui ont combattu au sein de Boko Haram. On a tous vu le procès, le méga procès de 2018 où on a parlé d'un imam très célèbre au Sénégal qui est récemment décédé. Donc c'est un travail de renseignement mais qui a été fait par le Sénégal. Mais pour moi, c'est surtout le fait que tout au début, il y a eu ce qu'on peut appeler les autorités sénégalaises ont pris le taureau par les cornes, parce que là où il y avait un certain déni dans la population, parce que bon, moi je le dis souvent, peut-être les Sénégalais parfois ils se prennent pour le peuple élu, parce que pour eux, ce qui arrive aux autres ne peut pas les arriver au Sénégal, mais pour moi c'est vraiment méconnaître la dynamique de fonctionnement des groupes djihadistes. Donc pour moi, il a fallu que les autorités comprennent très tôt qu'il fallait prendre des mesures de prévention pour ne pas connaître le même sort que certains de nos voisins. Donc pour moi, c'est là où vraiment que le Sénégal a mis les bouchées doubles pour ne pas... Pour aller maintenant vers le financement. Bon, très vite. Voilà, oui, voilà on va juste se répéter, hein, le financement, on le sait, c'est d'abord les rançons, les prises d'otages. Il y a, tout récemment, il y a eu, les djihadistes sont tournés vers l'exploitation des zones aurifères. Bon, il y a d'autres éléments qu'on peut citer, mais comme le temps nous fait défaut, donc on va s'arrêter là. Merci, M. Cissé. Monsieur Oussou, est-ce que vous avez apporté des éléments de réponse par rapport aux différentes interpellations des participants? Bon, juste dit que je pense que le colonel a évoqué aussi, et c'est beaucoup plus aussi ça qui fait un peu, je veux dire, les moments de piétinement qu'on a. Il faut véritablement que les États soient devant. Et là où le problème, c'est la capacité, le problème est identifié comme la capacité des États, et il faut, disons, relancer et demander, parce que la CEDEAO, c'est aussi la CEDEAO, même si on veut qu'elle soit la CEDEAO des peuples, mais quand même maintenant, on sent que les États peuvent aussi, disons, faire valoir leurs demandes pour que les capacités soient renforcées. Ne serait-ce que sur les aspects sur lesquels les États ont besoin de prendre le devant. Peut-être que pour la CEDEAO, il faudra penser à cette unité qui doit se charger et qui doit avoir les ramifications dans tous les départements qu'il faut, mais pour se charger de la coordination, disons, de l'aider à coordonner et à jouer son rôle de coordination, de facilitation et d'accompagnement des différents États. Parce que, oui, pour beaucoup d'initiatives, on peut toujours trouver le lien avec ce qu'il faut pour prévenir les semi-violences sur le terrain. Mais des fois, je pense qu'au niveau de nos États, on donne aussi à la CEDEAO, disons, il y a tellement d'espoir, on ne se demande même pas si elle est capable. Autant bien les pays, on peut dire que les pays ne sont pas capables, mais est-ce que la CEDEAO, même en tant que, disons, organe régional, est capable, disons, de faire tout ça au nom de tout le monde? Et c'est ça, si on va attendre qu'elle fasse tout ça au nom de tout le monde, ça pourrait attendre longtemps. Et donc, comment on le fait? Je pense que c'est de ce côté-là, la mettre devant sa responsabilité de coordonner, et on sait qu'elle va avoir des difficultés, mais par la pression aussi, et par l'accompagnement des États, et puis voilà, ça peut se faire. Mais cela demandera que les États puissent aussi s'ouvrir un peu, parce que qu'on le veuille ou non, beaucoup d'États continuent de considérer la chose et continuent de ne pas, je veux dire, laisser filer les informations concernant la situation comme cela se doit, parce qu'on continue de penser que c'est des questions entre griffes au niveau national. Voilà peut-être l'élément sur lequel je voudrais dire pour David sur les autres aspects déjà à aborder. La CEDEAO pour le moment n'a pas encore cette structure. Merci, M. Oussou, merci infiniment pour les réponses apportées. M. Lo, est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport aux interpellations? Merci beaucoup, docteur. Alors, sur juste près de 2 questions déjà touchées par Abou Khadr.
Pourquoi le Sénégal n'est pas touché? Ensuite, comment prévenir l'extrémisme violent? Sur le cas du Sénégal, je pense qu'il faut d'abord commencer par essayer de qualifier la nature des menaces terroristes que nous avons. On a d'un côté des menaces terroristes de nature militaire qui viennent souvent de l'extérieur et des menaces qui peuvent être intérieures. Maintenant, sur les menaces militaires qui viennent de l'extérieur, il faut dire peut-être que le Sénégal n'a pas eu le malheur du Mali d'être connecté ou d'être aussi proche d'un foyer comme la Libye. Et que, disons, dans sa zone frontalière qui va vers la Libye, qu'il y ait eu peut-être en latence, disons, des velléités sécessionnistes, un trafic de drogue aussi avancé qui avait fait le lit quand même, en tout cas, d'une implication entre à la fois djihadistes qui sont venus de la Libye, des armes, mais également, disons, voilà, des forces militaires privées des gens, en tout cas, qui étaient sur place. Donc le Sénégal est assez loin. Bon, par rapport au Mali, on a la région de Caille, pour l'instant, qui n'est pas vraiment touchée par la menace. Bien vrai qu'en 2020, quand même, on avait le JUNIM qui avait essayé de nommer un nouveau commandement et de se tendre vers la région de Caille, mais depuis lors, ça n'a pas beaucoup avancé de ce côté. Donc, pour ce niveau, on a un peu cette chance-là. Mais dire aussi que le Sénégal, quand même, a pris les devants, en tout cas pour ce qui est du dispositif militaire, de vraiment barricader, de renforcer sa zone. Maintenant, sur les menaces sécuritaires intérieures de nature policière, donc des gens qui, dans l'opacité, pourraient agir, il faut saluer, comme Abdou Khadr l'a dit, le travail des forces de défense et de sécurité dans leur ensemble, que ce soit les services de police, que ce soit les services de sécurité pour la prévention et l'anticipation qui font un travail remarquable, mais également des forces qui sont vraiment institutionnalisées, très professionnelles, en tout cas un peu plus comparé à certaines forces de la région, ce qui ne fait pas tout, mais également considérer des questions qui sont sociales dans ce pays-là. C'est quoi? C'est qu'au Sénégal, en fait, le terrorisme, c'est une forme d'extrémisme violent. Et au Sénégal, l'organisation de la société, certaines sociétés ont fait qu'on a souvent évité les extrêmes à cause des médiateurs sociaux, à cause des confrères, etc. Et c'est des éléments qui ont joué un rôle important jusque-là. Maintenant, ça n'explique pas tout, mais c'est des éléments solides qui ont pu, dans certaines occasions, éviter d'aller vers certains extrêmes. C'est pourquoi, en parlant de prévention de l'extrémisme violent aujourd'hui, il est important qu'au Sénégal, qu'on puisse maintenir, comme j'aime le répéter, la légitimité de ces spécificités locales que nous avons, que ce soit les religieux, que ce soit les acteurs culturels. À ce niveau, ce sont les politiques qui peuvent jouer un rôle important. Et sur la deuxième question, rapidement, comment prévenir le terrorisme? Je pense que tout est dans le plan d'action des Nations Unies. Les Nations Unies disent, pour prévenir le terrorisme, il faut lutter contre toutes les formes d'exclusion sociale, communautaire, religieuse, économique. Il faut que les gens se considèrent comme étant membres à part entière de la société. C'est le premier paramètre que nous avons pour prévenir le terrorisme. Parce qu'à défaut, lutter contre le terrorisme, c'est un combat qui s'échelonne dans le temps parce qu'il y a un terreau qui va toujours régénérer des terroristes. Donc, pour éviter sortir de ces pièges-là, il faut être dans la prévention. Ce n'est pas la prévention, c'est la communication, c'est l'inclusion, que les gens soient considérés, que la justice soit pour tout le monde, que les gens aient les droits politiques. Voilà, donc prévenir, inclure. Merci beaucoup. Merci, M. Lo. Je vais finir avec Aïssatou. Oui. Est-ce que, voilà, les éléments de réponse. Oui, merci beaucoup. Quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Quand on parle du cas du Sénégal, moi je me dis qu'il faut être très prudent avec le cas du Sénégal. On peut dire que le Sénégal n'a pas encore eu d'attaque sur notre territoire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments d'infiltration. Je pense que pour pouvoir dire que quelque part le Sénégal est épargné et tout ça, il faudrait vraiment faire des recherches sur le terrain parce que ces éléments, quand ils s'infiltrent dans un pays, ils utilisent plusieurs moyens. Moi, je pense qu'il faudrait être prudent sur ça. À la question de comment prévenir le terrorisme, je pense qu'on l'a assez dit dans cette plateforme. Ma perspective est qu'il faut combiner une approche nationale et une approche régionale. Vous connaissez le phénomène de la contagion du feu. Quand le feu brûle quelque part, il ne faut pas dire que ce n'est pas mon problème. Et la plupart des pays qui sont actuellement touchés par le terrorisme, c'est des pays qui, au début, la menace n'était pas du tout chez eux et ils ne se sentaient pas concernés. Moi, je pense que
en matière de prévention, qu'on soit touché par le terrorisme ou pas, il faut prendre les devants et mettre en place une collaboration entre pays touchés et non touchés dès le début. Sur le rôle des États, oui, le colonel a parlé de la nécessité de la collaboration et de la coordination. On nous dit tout le temps qu'il y a collaboration et coordination entre les États. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? Est-ce que les États collaborent réellement? Parce que récemment, j'avais lu quelque part que le Ghana, le Togo et je ne sais pas, le Bénin, il y avait peut-être au début des soucis, par exemple, de confiance par rapport aux États. Il y a des États qui ne se faisaient pas confiance. Donc, qui fait le monitoring de toute cette coordination et cette collaboration dont on nous dit qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe réellement? Et si la collaboration est là, est-ce que les actions qui doivent être prises de façon préventive sont tout le temps prises? Parce qu'on a vu avec le cas des mécanismes d'alerte. Les États nous disent tout le temps, oui, ils ont vu telle chose venir. Mais quand il s'agit de prendre l'action, l'action n'est pas prise au moment où l'action est voulue. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ces mécanismes-là sont des mécanismes appropriés? Le dernier point que j'aimerais souligner et que je ne vois nulle part peut-être et qui pourrait peut-être répondre à certaines questions, c'est la collaboration entre les zones qui ont déjà connu, qui ont l'expérience d'avoir des terroristes sur leur terrain. Je parle du cas de la Somalie, que je connais très bien. J'ai été à la mission de maintien de la paix de AMISOM. Ça, c'était pour faire des enquêtes. C'était en 2014. Moi, je pense que pour le cas de la Somalie, on a là-bas un exemple, un succès de l'intervention des Africains, malgré le fait que même par moment, ils ont eu des problèmes de financement. Parce que si vous vous rappelez, au début, avant que les forces africaines aient sur le terrain en Somalie, c'était les Nations Unies. Et les Nations Unies n'ont jamais réussi en Somalie. Ce sont les forces, les soldats de l'Union africaine qui ont pu pacifier le pays, aider l'armée à se reconstruire, organiser des élections. Ça, quand même, c'est un crédit qu'il faut reconnaître aux forces africaines de maintien de la paix, malgré le coût qu'ils ont payé, parce qu'il y a eu plus de 5000 soldats décédés en Somalie. Donc, je pense que moi, cette région du Sahel gagnerait à partager, à aller s'enquérir de leurs confrères qui sont dans la zone de la Corne de l'Afrique, de comment ils ont pu résister par moments à Al-Shabaab et tout ça. Il y a des partages d'expériences qui devraient se faire entre régions, entre la CEDEAO et entre cette région de la Corne de l'Afrique. Parlons aussi de l'intérêt côtier. Mais vous devez tous savoir qu'il y a les problèmes de piraterie maritime. Et la piraterie maritime aussi, c'est des sources de financement que les terroristes utilisent. Donc, c'est tout à fait, pour moi, ce n'est pas une surprise qu'au niveau du Sahel, ils avancent vers les pays côtiers. Comment on finance le terrorisme? Pour terminer avec cette question, c'est comme si vous demandez à un père de famille d'où est-ce que vous obtenez l'argent que vous utilisez pour nourrir votre famille. Ça, c'est leur problème. Ils utilisent plusieurs moyens, plusieurs sortes de trafic. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci et merci à tous. Merci. Merci aux différents panélistes. Merci à Abdelkader. Merci aussi à M. Oussou, à Lamine Barolo. Merci vraiment, les interventions ont été très pertinentes et je pense que les participants aussi sont satisfaits vraiment donc, des interventions. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. On avait prévu 1 heure, voire 1h15 minutes. Maintenant, on a fait près de 2 heures de temps et ça montre aussi l'intérêt que soulève ce genre de sujet, ce genre de questions. Je pense que le terrorisme est un phénomène qui gangrène aussi le continent africain tout entier. Je le disais au début, il y a 20 ans, on en parlait qu'en Algérie et aujourd'hui, pratiquement toutes les régions africaines sont touchées par le phénomène.
Donc, c'est bon de créer ces cadres d'échange donc, pour permettre aux experts et aussi aux personnes qui sont intéressées par la question donc, d'échanger sur la question et essayer aussi d'apporter aussi peu de fois-il donc des formes de réponses aussi donc à ces questions-là qui pourraient aussi être bons aussi bien pour les décideurs que pour les spécialistes. Donc en tout cas nous vous remercions encore et je remercie encore Activists pour vraiment donc ces MOOC et je vous rappelle aussi allez vous inscrire sur le MOOC. Il y a des cours très intéressants auxquels vous pouvez assister et à l'issue donc à faire une évaluation et avoir un diplôme. C'est important pour votre CV, donc pour ceux qui sont en ligne, merci de vous inscrire sur le MOOC pour un peu assister au cours. Encore merci à Activists pour cette initiative. Je vous remercie aussi donc